regarderai en direct sur la page Facebook. Je constate que nous sommes tous présents, les 11 conseillers, donc le quorum est atteint, bien sûr, et nous pouvons donc délibérer. Alors, en ce qui concerne le secrétaire, Jean-Philippe, d'accord? D'accord. Oui. Donc, est-ce que le conseil est d'accord pour nommer Jean-Philippe secrétaire de la séance? Oui. Très bien, merci bien. Nous pouvons commencer à dérouler l'ordre du jour. Le point numéro 1, c'est l'approbation du procès-verbal de la séance du 30 septembre. Cette séance est toute fraîche. Elle a eu lieu vendredi dernier. Il n'y avait qu'un seul... Jeudi. Pardon? Jeudi, pardon. Il n'y avait qu'un seul sujet réellement à débattre. On vous a envoyé la proposition de procès-verbal. Est-ce qu'il y a des commentaires? Aucun, monsieur. Très bien. Merci. Donc, je propose de passer au vote. Qui vote pour l'approbation de compte rendu? Très bien. Merci. Donc, le procès-verbal est approuvé à l'unanimité. Le deuxième sujet à l'ordre du jour, c'est donc la convention d'occupation du fort de l'île de Bréhat, dit la Citadelle. Donc, je vous rappelle un peu l'historique. On avait présenté lors du Conseil du 5 juillet une version différente qui s'intitulait d'ailleurs « Autorisation d'occupation temporaire ». Monsieur Lepage a fait un certain nombre de commentaires sur ce document. On a décidé de le reprendre de fond en comble, compte tenu du fait qu'il y avait effectivement une certaine confusion entre autorisation d'occupation temporaire par rapport à une convention. Donc on a demandé à un juriste de reprendre ce document. On a demandé à un juge administratif de le vérifier et on vous propose aujourd'hui donc une nouvelle convention. Donc vous avez eu le document qui ne parle plus maintenant d'occupation temporaire, c'est juste vraiment une convention d'occupation. Je vous précise que nous avons ici un document important qui consiste en l'état des lieux, qui se présente sous la forme d'un texte pour chacune des salles, suivi de photos. Donc c'est un travail important qui a été fait avec les plans qui sont adjoints. Je vous précise également que l'on a revu aussi le problème de la salle spécifique qui était réservée à la commune et on a regardé la faisabilité de garder cette salle et compte tenu du fait qu'il faudrait une alimentation électrique spécifique, il faudrait une adduction d'eau et des WC, on en est arrivé à la conclusion que c'était juste impossible de considérer vraiment cette salle comme séparée du reste de la citadelle. Et donc on a, dans la convention, comme vous avez pu le voir, rien n'est mentionné concernant cette salle et elle n'apparaît pas dans un lieu particulier pour le plan. Pour le reste, je pense qu'on a repris tous les articles qu'il y avait dans le précédent texte, mais sous une forme notoirement différente. Y a-t-il des commentaires? Oui, un premier commentaire. Vous dites comme on a pu le voir. Non, monsieur le maire, on n'a pas pu le voir puisque le plan n'était pas joint. Donc on n'avait pas l'annexe. Donc l'information que vous donnez sur la salle qui avait été souhaitée être conservée par la commune dans la version précédente ne nous était pas donnée. Alors au-delà de ce point qui est un point important pour nous, et pas que pour nous d'ailleurs, puisque un certain nombre d'entre nous ont été interrogés sur le fait qu'on garderait bien l'accès éventuel, puisqu'il n'a jamais été mis en œuvre à cette salle. J'ai quelques questions ou remarques, quelquefois de détails. Dans le préambule, la fin du premier paragraphe,
Il manque un E à voûter, les pièces voûtées. Voilà. Oui. Un détail. Donc, page 3, se rapporter au plan joint en annexe. Nous n'avions pas le plan. Il est là. Oui, mais nous ne l'avions pas. Page 6, il y a un élément qui me paraît bizarre. Je crois que c'est page 6 sur le fait que l'on souhaite que les activités de boisson, il est souhaité qu'elles soient exercées tout au long de... Voilà, c'est en bas de la page 6. Il est souhaité que le service de débit de boisson et de petite restauration soit assuré pendant toute la saison touristique, tout en bas. C'est une activité annexe, ça paraît relever de la responsabilité de l'exploitant. Page 9. Pardon, vous souhaiteriez qu'on enlève cette... Parce que c'est un souhait, c'est pas... Oui, c'est un souhait. C'est un souhait. La commune intervient là-dedans, voilà. C'est une contrainte de... Je note votre commentaire et je vous propose, parce que cette convention, je ne l'ai pas dit, excusez-moi. Vous avez négocié avec... J'ai déjà été discuté avec eux, mais j'ai aucun problème à leur proposer cette modification. Un détail aussi, page 9. Je crois qu'on parle d'assurance multirisque. Au début, il n'y a pas de S à multirisque de façon traditionnelle. Et puis, un peu plus embêtant, page 10. Page 10, la référence du point 17.2. En cas de défaut de transmission d'un quelconque document prévu par l'article 15.3, c'est pas l'article 15.3, a priori c'est le 14.3. Il y a dû avoir un changement de numérotation à un moment donné. Oui, vous avez raison, c'est le 14.3. Voilà. Il n'y aurait pas eu le sujet de la salle, nous aurions voté en faveur de cette convention qui est effectivement beaucoup plus claire que le projet d'AOT que vous aviez proposé la dernière fois. Si vous voulez, on a vraiment regardé. Et je vous rappelle quand même que la première approche, qu'on avait pris le 5 juillet, c'était de reprendre un tout à fait, de l'ancienne équipe, tout à fait, mais je... la modifier à minima, de garder les mêmes principes. Vos commentaires étaient valables. On a donc repris à 0. Et en reprenant à 0, la problématique de la salle dédiée, en fait, je ne l'ai même pas cité tout à l'heure, le problème principal, c'est un problème de responsabilité croisée entre la commune, les ferries et la personne à qui la commune mettrait à disposition la salle au cas où il y a un problème. C'est ça le vrai problème. On pourrait dire que ramener de l'eau, mettre une alimentation électrique séparée, etc., si on veut le faire, on pourra toujours le faire. Mais régler le problème de responsabilité entre les parties en cas de problème, bien évidemment, ça, je ne sais pas comment on fait. Je ne sais pas comment on fait. Mais de toute façon, la salle, elle n'a pas été tellement utilisée. Ah non, elle n'a pas... jamais été. Parce qu'il n'y avait pas l'électricité indépendante, c'est ça? Non, elle n'a pas été utilisée pour diverses raisons, mais je pense qu'il était important de la conserver. Il y a des gens qui en ont besoin, mais je n'ai pas entendu dire que des gens seraient intéressés. Enfin, Si, il y en a eu. Il y a eu des demandes Il y en a eu récemment. Récemment, je ne sais pas, mais il y en a eu par le passé. Et pour des raisons diverses, on n'avait pas souhaité le mettre en œuvre. Il y avait même des conseillers municipaux qui le souhaitaient ardemment. J'ai discuté avec l'un d'eux, effectivement, et il maintient cette position. Je le reconnais tout à fait. Maintenant, quand on rentre dans l'aspect pratique des choses, c'est plus compliqué. Très bien, merci pour vos commentaires. On prendra en compte ces commentaires dans la convention qu'on proposera à la signature, mais avant, il faut passer au vote. Je vous demande qui vote pour cette convention, qui s'abstient, qui vote contre cette convention.
Merci. Donc, cette convention est adoptée par 8 voix pour et 3 voix contre. Le troisième point à l'ordre du jour, c'est la convention d'occupation à titre précaire du moulin du Birlot. Donc on était un peu dans la même configuration, à savoir qu'il fallait renouveler la convention du moulin du Birlot. On a fait un petit peu le même exercice, c'est-à-dire qu'on a repris les choses entièrement. On a eu pas mal d'échanges avec l'association du moulin du Birlot et la convention qu'on vous propose, celle qui est issue des différentes discussions qu'on a eues entre donc la commune et l'association. Je pense qu'elle est relativement simple. On a précisé un certain nombre de points, dont un point qui est en œuvre actuellement, à savoir que l'association assure la maîtrise d'œuvre des travaux de réhabilitation de la roue et de l'axe, là où la commune est le maître d'ouvrage. On l'a bien précisé. On a précisé un certain nombre de choses qui nous ont été demandées par l'association sur la présence éventuelle de rats, etc. Donc, si vous avez des commentaires, pas de commentaires. Merci, je vous propose de passer au vote. Donc, qui vote pour cette convention et m'autorise à la signer? Merci. Cette convention est approuvée à l'unanimité. Le point suivant, c'est l'élection des représentants du conseil municipal à la commission mixte hyper-fréquentation touristique. Donc, le contexte, c'est que donc, la loi climat-résilience, qui a été promulguée le 23 août 2021, qui est issue de la Convention citoyenne sur le climat et l'environnement, a mis un certain nombre de choses dans la loi et elle a mis un article un peu particulier qui concerne justement les sites hyper fréquentés. Et pour la première fois, il y a maintenant un support juridique pour qu'un maire ou un président de PCI ou une autorité compétente puisse réglementer ou interdire par un arrêté motivé l'accès à certains lieux de manière à préserver ce lieu pour des raisons d'environnement, de mise en valeur, à des fins écologiques, etc. Ça va être un sujet assez complexe à traiter et donc on a pensé qu'il était bon de créer une commission mixte qui aura un seul objet, à savoir de justement faire des propositions au conseil municipal sur ce problème de régulation et sur la manière de le faire. Et donc, on propose, compte tenu de l'importance du sujet, qu'il y ait 2 ou 3 élus qui soient dans cette commission et qui ensuite feront appel à des citoyens de Bréa ou à des spécialistes dans certains sujets, de manière à constituer une commission de 8 à 10 personnes qui débattra de tous les aspects concernant la possibilité de réguler l'affluence. On sait qu'il y aura besoin de beaucoup de concertation avec énormément de parties prenantes. Donc il va y avoir un travail de fond important et d'où l'importance de cette commission. Donc je vous propose d'abord, est-ce que vous seriez d'accord pour dire qu'on prend 2 ou 3 élus en fonction des personnes qui se présenteront dans cette commission? Est-ce que vous avez des commentaires sur le nombre d'élus qu'on mettrait dans cette commission? Peut-être dans l'ordre, ne faut-il pas d'abord la créer, cette commission? Parce que seul le conseil municipal est habilité à créer des commissions. Aujourd'hui, elle n'existe pas. Donc, il faut d'abord la créer et ensuite déterminer ce que dit la délibération, c'est-à-dire élire des représentants en nombre que vous aurez décidé. D'accord. Proposer plutôt. D'accord. Donc, premier sujet, est-ce que vous êtes d'accord pour créer une telle commission? Alors, il faut peut-être modifier l'ordre parce que l'ordre du jour ne prévoit pas la création de la commission. Donc, voilà, il y a un peu de formalisme dans l'approche de la séance aujourd'hui, si je ne me trompe.
Donc, je vous écoute sur le formalisme à suivre pour. Est-ce qu'on fait une modification de l'ordre du jour? Ah, voilà, oui. Donc, le premier point, est-ce que vous êtes d'accord pour modifier l'ordre du jour et ajouter un point qui sera la création de la commission hyperfréquentation? Qui est pour? Très bien, merci. Donc, nous prenons ce point. Je ne sais pas si on rediscute du principe de la création d'une commission et de sa nécessité, mais je pense que je vous ai déjà dit un certain nombre de choses là-dessus. Peut-être si vous pouviez juste élaborer un tout petit peu sur les participants non élus, en dehors de cette, puisqu'il s'agit d'une commission mixte. Ouais, Quels sont les critères? Sujet unique, c'est-à-dire qu'elle ne traitera que de ce sujet-là. Hein. C'est pas D'accord. une commission environnement qui peut traiter de divers aspects de l'environnement ou une commission. Voilà, donc il y aura un seul sujet, c'est qu'est-ce qu'on fait en termes de régulation de l'affluence, comment on le fait, avec qui on discute, etc. Pour nous, au niveau des participants non élus, on souhaite qu'il y ait un panel complet et que toutes les parties intéressées soient représentées. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des résidents permanents, des résidents secondaires. Il faut que d'une manière ou d'une autre, il y ait de la représentation des visiteurs à la journée. Il faut que les commerçants soient représentés. Il faut que les transporteurs soient représentés. Il faut qu'on voit une des premières questions que la commission devra analyser sur, par exemple, le problème des vedettes. Ça va être bien sûr un point très important. Est-ce que la commission ou est-ce que la commune devra discuter avec les vedettes ou est-ce que la commission et la commune devront discuter avec la région qui est en fait responsable du transport passager? Pour moi, ces points-là, ça va être les premières actions de cette commission, c'est réfléchir, éventuellement en discuter avec la région, qui discute avec qui. Mais pour répondre globalement à votre question, on souhaite un panel complet et on est prêt à écouter des suggestions. Si jamais vous pensez qu'il y a une famille qui a été oubliée, ou un repas, on est ouvert, on est entièrement ouvert. Je crois que c'est très très important que toutes les parties prenantes soient représentées parce que si on décide de faire quelque chose, ça ne marchera que si on arrive à un consensus de l'ensemble des représentés. Après, on sait aussi qu'une commission mixte, il ne peut pas y avoir 20 personnes ou 25 ou 30 personnes, parce que là, c'est un bois infernal et qu'il faut peut-être concentrer sur une dizaine de personnes, c'est-à-dire 2, 3 élus plus 7-8 personnes représentant la société bréatine. Et ensuite, en fonction des sujets qui seront traités, peut-être faire intervenir des intervenants, des spécialistes, des gens qui pourraient nous aider, mais qui ne seraient pas permanents, en tout cas, dans cette commission. D'accord. D'autres questions? Donc, je propose de passer au vote pour la création de cette commission mixte sur la régulation de la fréquentation. Qui est pour la création de cette commission? Très bien, merci. Donc, cette cette résolution est adoptée à l'unanimité. Donc, le point suivant, c'est donc d'élire les élus qui participeront à cette commission. On pensait soit 2, soit 3 élus. On est ouvert là-dessus. Je ne sais pas si vous avez un avis. Je pense qu'il est important qu'il y ait une bonne représentation. Voilà. Nous, 2 ou 3, je ne sais pas si vous avez des commentaires là-dessus. Je crois qu'il est important que le Conseil ait la main sur l'organisation de ces débats, et c'est un sujet qui concerne tout Bréa, mais c'est un sujet de conseil municipal quand même, oui. Avant tout. Oui. Donc moi je serais plutôt enclin à penser que 3 membres de cette instance seraient appropriés. Très bien. Bon, je propose de voter là-dessus. Est-ce que qui est pour la nomination de 3 membres élus à cette commission? Très bien.
dispositions adoptées à l'unanimité. Alors, je vous propose de les élire. Et donc, il faut d'abord des candidats. Donc, qui serait candidat pour participer à cette commission? Très bien. Donc, Gabriel Cogent-Prigent, Dominique Thormann et Stéphane Banleva. Bah, écoutez, ça, je pense que c'est très bien. Au niveau de l'élection, est-ce que vous voulez qu'on fasse quelque chose de très formel? On va voter à main levée. Donc, comme il y a 3 candidats pour 3 postes, qui est pour la nomination de ces 3 candidats aux 3 postes de la commission? Qui est pour? Je sais pas, nous on vote ou... Oui, Oui. Je pense que vous pouvez. bien sûr. Donc, les 3 membres élus de la commission, voilà, à l'unanimité. Merci bien. Alors, le point suivant à l'ordre du jour, c'est une motion algues vertes. En fait, nous avons été contactés par la municipalité de Binic-Étable qui a contacté toutes les communes de Bretagne et qui les a alertés sur le problème des algues vertes, compte tenu du fait qu'ils ont vu cette année une explosion des quantités d'algues ramassées. Ils avaient collecté 185 tonnes en 2020, ils en ont collecté plus de 750 en 2021. Ils sont extrêmement inquiets sur le développement de ces algues vertes et leur motion vient en complément d'un certain nombre d'actions dont on a entendu parler dans la presse ou dans les médias sur le fait que le gouvernement a été attaqué sur le manque d'action concernant la lutte contre les algues vertes. Et donc, cette commune de Binic-Étable propose que des motions similaires soient votées dans les différents conseils de manière à les rassembler et à les envoyer ensuite à la région et au gouvernement. Je ne sais pas si vous avez des questions. Ok, donc je propose de passer au vote qui est pour le vote de cette motion. Pardon, pour le fait de signer la motion similaire à celle de Binic-Étable au nom de Bréa. Très bien. Merci. Donc, je signerai une telle motion et cette motion est adoptée à l'unanimité. Le point suivant, alors c'est un point technique, le point suivant c'est la mise à jour des tarifs des taxes de séjour 2022. Je dis bien 2022, donc en fait c'est le contrôle de légalité qui nous a alertés sur le fait que même si à Bréa, nous n'avons pas d'hôtel 4 étoiles et nous n'avons pas un certain nombre d'établissements qui sont dans la liste des taxes de séjour, on devait mettre un tarif quand même. Et donc, ils nous ont demandé de mettre un tarif pour les palaces hôtels de tourisme 4 étoiles et 5 étoiles. Et par ailleurs, ils nous ont fait remarquer que sur les hôtels de tourisme 2 étoiles, on avait mis pour 2022 un tarif à 0,95 et que c'était supérieur au maximum autorisé de 0,90. Et donc, ils nous ont demandé de remettre à jour cette liste. Alors, je pense que c'est important d'avoir une liste à jour parce qu'en fait, cette liste est intégrée dans un fichier de toutes les taxes de séjour de toutes les communes. Et c'est ça qui permet de confirmer aux plateformes de réservation qu'elles font une liste à jour des tarifs et elles ne peuvent pas dire qu'elles ignorent les tarifs de taxes de séjour d'une commune ou d'une autre. Parce que jusqu'à présent, c'est la raison qu'ils invoquent pour ne pas payer leurs taxes de séjour. Donc il est important qu'on ait des tarifs qui respectent, je dirais, les maximums et qui soient acceptés sur cette plateforme de toutes les communes.
Est-ce que vous avez des questions? Nous n'en avons qu'une. Vous rappelez qu'on avait voté les tarifs à l'exception de la taxe de séjour sur les locations. Apparaît la catégorie meublée sans catégorie et tous les autres établissements caractéristiques qui sont qui avaient déjà été traités par ailleurs, sauf erreur de ma part. Ça, c'est le tableau que en fait, le contrôle de légalité nous demande de réapprouver de manière à l'intégrer dans leur fichier. J'ai pas compris. Alors, on n'avait pas voté cette catégorie-là. On n'avait pas voté les tarifs sur cette catégorie. Là, sur les locations, le tarif consistait à une augmentation importante et on avait souhaité ne pas voter cette partie-là. L'histoire du pourcentage. Oui, le pourcentage. Ça, c'est la loi qui l'imposait depuis 3 ans. Donc, avec le maximum 2 et puis une progression au cours des années futures. Donc, voter ce que l'on a voté la dernière fois où ça nous pose pas de difficulté, mais voter dans un vote bloqué avec les meublés sans catégorie qu'on n'a pas voté la dernière fois, ça serait incohérent avec la position qu'on a prise la dernière fois. Tu fais 2 votes. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de vote? Oui, si vous voulez qu'on vote le reste, oui. Okay. Donc, je vous propose de voter tous les tarifs à l'exception du tarif concernant les meublés sans catégorie et les autres établissements de caractéristiques équivalentes. Donc, qui est pour? Très bien. Donc, ces tarifs sont approuvés à l'unanimité. Et le tarif concernant les meublés sans catégorie et toutes les autres établissements de caractéristiques équivalentes, qui est pour? Qui s'abstient? Qui vote contre? Donc, ce tarif est approuvé par 8 voix pour et 3 voix contre. je vous rappelle juste quand même d'autres petites choses comme par rapport à la taxe de séjour. C'est que la taxe de séjour a pour objectif de ne pas faire supporter au seul contribuable local les frais liés au tourisme, que la plupart des loueurs de maisons sont dans la catégorie dont vous venez de ne pas voter, et que je vous rappelle que le budget de l'Office du tourisme est quand même basé à 50% sur la perception de la taxe de séjour, et que si on ne peut pas appliquer ce qui est la loi, si on ne peut pas appliquer ça, on va avoir de grosses difficultés à faire fonctionner l'Office du tourisme. Si c'est le débat, on peut refaire le débat que l'on avait eu. On peut le refaire sans problème. Comment? On peut le refaire sans problème. Je vois pas l'intérêt. Là, on nous demande aujourd'hui de faire une. Je le rappelle pour rappeler à tout le monde que c'est important de payer sa taxe de séjour. Ah ben c'est important de payer la taxe de Je vous séjour. rappelle aussi que dans le taux applicable, dans le taux applicable où nous avons décidé de mettre un taux à 3%, on s'est mis dans la moyenne, ni à 1 ni à 5%, et que quasiment l'ensemble des communes du littoral breton sont plus à 4 voire 5%. Donc on avait déjà été bien en deçà, et je me rends compte cette année que la perception de la taxe de séjour risque d'être compliquée et qu'on va pas avoir énormément de perception de cette taxe. Alors il y a deux sujets qui sont tout à fait différents. C'est le tarif et la perception. Ouais. Le tarif, il peut être de 1, de 2, de 5, s'il n'y a pas de perception en face, il ne sert à rien. Nous étions et nous restons contre le pourcentage de 3% qui nous paraissait trop important tout de suite pour... C'est pour ça qu'on avait décidé de mettre une moyenne de 3 et non pas faire comme l'ensemble des autres communes de mettre à 4 ou 5. Je rappelle que nous étions opposés au taux de 3. On n'était pas... Que vous ayez retenu 3 alors qu'il aurait pu être à plus de 3, il n'y a aucun problème. Exactement. C'était le débat de la dernière fois. On va être cohérent avec ce qu'on a voté la dernière fois. Je pourrais aussi regretter qu'on soit amené à voter une deuxième fois quelque chose qui est déjà passé dans le conseil municipal. Mais si on peut refaire les débats à chaque fois. Ouais, mais si vous voulez, moi, pas de souci. On est obligé de revoter parce que le contrôle de légalité nous a imposé J'entends bien. un tarif sur des catégories qu'on n'a même pas suivies. J'entends bien. On appelle une délibération d'information. Non, mais je pense que le point important, et c'est un travail qu'il faudra faire pendant l'hiver, je pense que la collecte, effectivement, cette année va être mauvaise pour, je pense, diverses raisons qu'il va falloir qu'on analyse pendant l'hiver, et de manière à prendre des mesures pour améliorer la collecte pour 2022.
on ne peut que partager le fait que les impôts locaux doivent être recouvrés. Enfin, là-dessus, Non, mais d'autant plus que, je me souviens d'une phrase que vous avez tenue quand on avait déjà débattu de ça, c'est que la taxe de séjour, hein, ce n'est pas le loueur qui la paye. Hein. La taxe de séjour, c'est la personne qui vient en vacances qui la paye. Et quand elle vient en vacances, que ce soit à Bréa, à Méribel, à Courchevel ou sur la Côte d'Azur, elle est habituée à payer de la taxe de séjour. Et que, voilà, c'est ce que je voulais rappeler aussi, hein, qu'il était important, surtout que ça nous permet de faire fonctionner l'Office du tourisme et qui, pour les meublés dont on a le pourcentage, la plupart sont adhérents à l'Office du tourisme et que l'Office du tourisme fait de la publicité pour eux et essaye de faire que leur location soit remplie. Je rappelais juste cette petite chose. je rappelais qu'on n'avait pas voté la dernière fois. Oui, mais après c'est un détail. Ok. Le point suivant à l'agenda, c'est l'approbation du rapport sur le prix et la qualité du service public de l'assainissement. Donc, vous avez eu un petit extrait, hein, c'est un très gros rapport qui fait une centaine de pages, on en a sorti un petit extrait. Les points à mentionner, c'est que en fait, c'est le rapport 2020, d'accord? Alors qu'on est on est bien avancé dans l'année 2021. Et donc, un des points mentionnés, c'est que sur la première page du résumé, vous avez 333 abonnés. Aujourd'hui, vous avez 333 abonnés et quand vous allez dans le détail des tableaux, vous avez 344 raccordements. D'accord? Aujourd'hui, le dernier point qu'on a fait, on est à 383 raccordements. Ça, c'est la donnée qui apparaîtra donc dans le rapport 2021. C'est juste pour mentionner que les choses évoluent beaucoup actuellement du fait des efforts qu'on a mis en place pour que les gens se raccordent et du fait qu'on a remis à jour les fichiers Veolia qui très souvent n'étaient pas à jour. Donc, vous pouvez nous dire aujourd'hui, il n'y a plus d'écart parce que vous aviez beaucoup d'écart entre les données que vous aviez en mairie et les données de Veolia. Il n'y a presque plus d'écart. Il y a presque plus d'écart et encore, on les compte sur les doigts d'une main. On a, je peux vous donner un élément. Hein. Veolia a 754 contrats au total sur l'île, raccordés donc aujourd'hui 383, raccordables et on fait un certain nombre de choses pour essayer de les amener ces gens-là à se raccorder 19, le SPANC 330, d'accord, et tous les cas particuliers du genre impossibilité de raccorder, vente de la propriété qui fait que la personne a un an de plus pour se raccorder, etc., 22. Et donc, ça nous donne le total des 754 abonnés. Donc, c'est plus, on arrive à une situation, je pense, assez saine, dans le sens où on a 19 cas encore à régler sur l'ensemble des 750 abonnés. Il y a plus de la moitié de la population qui est raccordée à l'assainissement collectif. Donc. Plus de la moitié des propriétés. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Il y a une chose à remarquer, vous avez sur la première page, dans les chiffres clés, un volume traité de 51 000 m3. Par contre, le volume d'eau des 333 abonnés à l'époque, 344 raccordements, c'est 26 400 m3, ce qui veut dire que actuellement arrive à la station le double de l'eau qui est envoyée, je dirais, depuis le robinet. Et ça, c'est dû principalement à une arrivée d'eau de pluie dans la station d'épuration, ce qui pourrait à terme poser des problèmes techniques. Donc, on va regarder s'il y a moyen d'améliorer ça. En hiver, ça pose aucun problème, mais c'est en été, quand la station fonctionne beaucoup parce que beaucoup des résidences sont ouvertes. Si en plus on a un gros orage, par exemple, on surcharge à ce moment-là notoirement la station d'épuration et on arrive à la limite des capacités des 1950 équivalents habitants. Là, il est proposé des choses, en particulier de faire
des opérations de fumage pour... Oui. Là aussi, il y a une règle, il faut que les gens la respectent. Là-dessus, on sera Mais on va, que solidaires. maintenant qu'on a remis l'équerre, les raccordements, on va démarrer ces opérations pour améliorer le fonctionnement. Voilà, et autrement, je pense que si vous avez regardé les chiffres, vous avez dû voir que globalement, sur les recettes de 159 000 euros en 2020, 94 000 euros partent vers Veolia et 63 000 euros viennent à la commune. Ça donne une idée de la répartition. Voilà. Sauf si vous avez des questions, Non, pas de questions. Très bien. Donc je vous demande si vous êtes d'accord pour approuver le rapport annuel 2020 sur le prix et la qualité du service public d'assainissement collectif. Qui est pour? Merci. Donc, ce rapport est approuvé à l'unanimité. Le point suivant, ce sont des décisions modificatives sur un certain nombre de budgets. Alors, ce sont en fait des demandes du comptable du Trésor. La première décision concerne le budget ordures ménagères, où le comptable donc, nous a demandé de régulariser quelques amortissements supplémentaires par rapport à ce que l'on avait prévu, en montant de 3 000 euros. Donc on a pris ça en compte et on a équilibré ça par Les ventes de produits. recettes supplémentaires que l'on a déjà sécurisées et qui vient du fait qu'on touche plus d'argent du SMITRED que les 6 500 euros qui étaient envisagés. Donc on rééquilibre ce budget ordures ménagères de cette manière-là. La deuxième décision modificative, alors pardon, il faut les voter une par une. Donc sur la décision modificative pour le budget ordures ménagères, où on augmente donc les dépenses et les recettes de 3 000 euros, qui vote pour? Bien, merci. Donc cette décision est approuvée à l'unanimité. La deuxième décision modificative, c'est sur le budget des ports. Et là, c'est un montant de 182 euros qui est ajusté et qui provient du fait que le résultat d'exploitation de l'année précédente, qui était de 89 979 euros, avait été rentré en une erreur de saisie à 89 797 euros. Donc, encore une fois, le comptable du Trésor nous demande de corriger cette erreur de saisie, une erreur de saisie, en ajustant les chapitres 1 et 13. Ce que l'on avait voté était exact. Oui. Oui. Alors, donc c'est la saisie. C'est le report qui a été. C'est le report qui n'a pas été bon. Sur le compte administratif, c'est exact, mais sur le budget primitif, il y a une erreur de saisie lors du report. Et donc, dans ce que l'on a voté, c'était pas bon. Alors, quand on a voté le compte administratif, c'était bon. Oui. D'accord. Mais quand vous avez raison, quand on a voté le budget, on a voté le budget avec une erreur de saisie du compte Donc, reporté. Au-delà de l'erreur de saisie, il y avait une erreur dans le budget qui était prêt. Dans la délibération, c'est dans la saisie du. Oui, mais si la délibération est bonne, on n'a rien à changer. Je comprends pas là. On a bien voté les bonnes choses. Après, qu'il y ait des erreurs administratives, ça peut arriver. Mais on n'a pas voté. Intégré dans le compte administratif l'a enregistré, mais le budget primitif, il y a une erreur de saisie dans le budget primitif. On me demande. Mais dans ce que l'on a voté, le chiffre était bon ou il n'était pas bon? S'il était bon, on n'a pas à revenir dessus. S'il n'était pas bon, il faut qu'on revienne dessus. Je veux bien On l'entendre. pas sur le chiffre qui a été voté au niveau des reports, mais uniquement sur le montant qui a été inscrit sur ce chapitre-là au budget primitif. Oui, donc il était mauvais dans le budget primitif. Oui. Ah oui, voilà. Ok, là je comprends. Donc c'est pas une erreur
le budget primitif n'était pas correct sur ce point, sur 182 €. Ok, d'accord. Ok. À cause d'une erreur de saisie. D'accord. Très bien. Donc, est-ce que vous m'autorisez à prendre des décisions modificatives sur le budget des ports pour le montant de 182 €? Qui vote pour? Merci. Donc, DM est approuvé à l'unanimité. La suivante, c'est sur le budget de la commune. Et là, en fait, c'est encore une fois, le comptable du Trésor nous demande de prendre une provision supplémentaire sur les opérations patrimoniales, parce qu'a priori, là où on avait pris en compte au moment du budget une DSIL à 100 000 €, on a été avisé après coup qu'on aurait une DSIL à 132 000 € de mémoire. Et donc, comme on va aller la chercher maintenant, cette DSIL, le comptable nous demande de réajuster le budget pour en fait pouvoir recevoir cette subvention. Il y a deux dépenses dans ce qui est présenté. Il y a, j'imagine... C'est dépenses et recettes. Ah, pardon, oui. C'est une erreur de frappe. C'est recettes en deuxième ligne. Oui. La recette, c'est dépenses et recettes sur le même compte, 41. C'est en investissement les deux. C'est le 0,41. C'est pas des croisés comme le 0,40 et le 0,42 où on passe de l'investissement. Non, donc c'est sur le même chapitre. En dépenses en investissement et en recettes en investissement. Oui. Ok, donc... oui, est-ce que vous m'autorisez à prendre la décision modificative sur le budget de la commune par une augmentation de 30 000 € du chapitre 041? Qui vote pour? Merci. DM est approuvé à l'unanimité. Et la dernière, c'est pareil, une demande en fait du comptable du Trésor qui considère qu'on n'a pas pris une provision sur un risque d'impayé, qui nous demande d'augmenter cette provision sur risque d'impayé, que l'on relâchera si jamais ce risque ne se matérialise pas. Et nous demande de prendre donc 2070 € en plus sur le budget de fonctionnement en faisant une dotation et une reprise sur provision. C'est quoi ce risque d'impayé? C'est des recettes qui risquent de ne pas être recouvrées et on nous demande de prendre un pourcentage sur les dotations provision. C'est suite Oui, c'est suite à la... En recette, il n'y a que les loyers. Oui. C'est suite à la reprise, à la liquidation judiciaire de... D'accord, c'est sur l'opération de liquidation judiciaire. Alors, on dote aux provisions et on reprend aux provisions dans la même écriture. Alors, la dotation aux provisions est impérative et la reprise est hypothétique. Mais c'est la possibilité, disons, d'équilibrer le budget qui nous amène à faire cette opération. Alors, c'est peut-être fait à la demande du Trésor public, mais faire une dotation provision avec en contrepartie une reprise de provision, c'est quelque chose qu'on ne voit pas couramment. Hein. C'est une possibilité qui, effectivement, c'est pas une recette certaine. Mais ça on comprend, enfin. On comprend, mais dotation, provision, avec la reprise, vous pourriez avoir 1 million de chaque côté, et ça fonctionnerait aussi. J'ai un peu de mal. Et alors, un détail, et je voudrais pas faire du juridisme, mais c'en est quand même un tout petit peu un, c'est une décision modificative qui n'était pas à l'ordre du jour. Hein. Vous avez absolument raison. Elle nous est arrivée de Monsieur Jarret après l'envoi des documents. Parce qu'il est en phase de justement vérification a priori des comptes de Bréa et il nous envoie ces demandes régulières. C'est lui qui vous a suggéré 68 à 78?
Oui, le 68-17 est obligatoire. On avait bien noté qu'on ne l'avait pas prévu et on l'a rajouté parce que on n'est pas obligé de la prendre aujourd'hui, cette DM. On pourrait la prendre On peut la prendre aujourd'hui. la prendre effectivement, même si elle n'était pas annoncée, elle est arrivée tard. Ok, donc qui est pour m'autoriser à prendre la décision modificative sur le budget Citadel. Pour. Bien, merci. Donc, cette DM est adoptée à l'unanimité. Le point suivant, c'est la dissolution du budget de la Citadelle et l'intégration dans le budget principal. Donc, le budget de la Citadelle, effectivement, aujourd'hui, il y a extrêmement peu de mouvements, compte tenu du fait que nous avons 4 recettes qui correspondent à 4 loyers trimestriels. Nous n'avons aucune dépense de fonctionnement et en investissement, nous avons l'année dernière, en 2020, fait aucun investissement, donc 0 dépense, et on a ajusté les recettes par diverses rentrées. Donc ce budget ne nous paraît pas, il ne nous paraît pas nécessaire de continuer à gérer ce budget d'une manière séparée. Et donc on vous propose d'annuler ce budget, de dissoudre ce budget et de l'intégrer dans le budget principal en rentrant tous les aspects fonctionnement dans le fonctionnement du budget principal et de faire de la même chose pour le budget investissement. Ça simplifiera simplement les choses et ça nous évite de tenir un budget supplémentaire. Est-ce que vous avez des commentaires? Oui, quelques-uns. C'est un budget un peu particulier parce qu'il enregistre à un certain moment des opérations importantes. Oui. Ces opérations importantes d'investissement pourraient revenir. Il peut y avoir des travaux demain dans ce bâtiment communal et on en perdrait donc la trace. C'est un budget un peu particulier parce qu'il est soumis à TVA. Ce qui n'est pas le cas de la généralité des opérations de la commune. Et vous savez également que par expérience, quand on a un budget particulier, on suit de façon un peu plus précise les opérations qui y sont intégrées, alors que s'il est noyé dans une masse, les opérations sont noyées. C'est pour ça que l'intégration de ce budget dans le budget de la commune ne paraît pas pour nous évident. Voilà. Alors, moi, je comprends entièrement qu'initialement, quand il y a eu toute la remise en état de la Citadelle et où il y avait justement à suivre des dépenses qui pouvaient être des dépenses de la commune et autres, il y a eu un budget de fonctionnement qui soit bien suivi et un budget d'investissement. Mais depuis plusieurs années, ce n'est plus le cas. Et je suis d'accord avec vous qu'il y aura peut-être des travaux à réaliser dans les années à venir, mais ça sera un item. Je ne pense pas qu'en fonctionnement, au vu de ce qui se passe actuellement, je ne pense pas qu'en fonctionnement, on ne reviendra jamais à un fonctionnement avec des dépenses significatives. Et donc, on tient ce budget d'une manière séparée pour prendre en compte finalement quatre rentrées d'argent en fonctionnement et en investissement. Oui, il y aura peut-être une dépense dans les années à venir. On peut la traiter comme une dépense d'investissement du budget de la commune quand on fait des travaux. Oui, ça sera le cas d'ailleurs si c'est voté, mais les opérations sont plus individualisées. Il y a un certain nombre de budgets qui ont été intégrés au fil du temps à celui de la commune. On a donc perdu la trace parce que c'est dans une masse plus forte. Mais c'est un choix. Ok. Je vous rappelle juste, le budget de fonctionnement aujourd'hui 30 300, c'est juste les recettes. Budget d'investissement 185 000, 0 dépense. Mais s'il n'y avait pas eu un budget annexe,
l'écriture, la décision modificative que l'on vient de voir tout à l'heure, on n'en aurait même pas entendu parler. Hein. Exactement. Ok, donc je vous demande si vous êtes d'accord pour approuver la suppression du budget annexe au 31 décembre 2021, bien évidemment on termine l'exercice, et d'accepter la reprise de l'actif du principe et des résultats dans le budget principal au 1er janvier 2022. Donc qui est pour? Qui s'abstient? Très bien, donc cette dissolution est approuvée par 10 voix pour et 3 abstentions. Alors, on passe au point suivant, décision du maire. Alors, il y a eu un certain nombre de décisions dans les 3 derniers mois. Le premier, c'est l'attribution du marché de réhabilitation du bassin à marée, de la station d'épuration, à l'entreprise PAV Simon, pour un montant de 64 744,50 € pour votre information. Donc les travaux ont commencé comme prévu début septembre. Ça se passe très bien. On est en avance sur le planning prévisionnel et les travaux devraient se terminer d'ici une quinzaine de jours. Et tout le monde semble très content de l'entreprise PAV Simon. La deuxième décision concerne l'attribution du marché de maîtrise d'œuvre pour la montée du port-clos au cabinet Delphine Isabelle avec 2 co-traitants, j'y reviendrai, pour un montant total de 45 550 € hors taxe. Et dans ces 45 000 €, il y a des études topographiques, il y a un suivi de la phase de travaux, et puis il y a un certain nombre, une mission complémentaire qu'on leur a donnée pour toutes les autorisations. Donc la montée du port-clos, c'est un sujet assez complexe. Donc le bureau qu'on a retenu pour la maîtrise d'œuvre est composé de Delphine Isabelle, qui est une architecte du patrimoine, d'un spécialiste des VRD et d'un spécialiste paysager. Parce qu'on a considéré qu'il fallait ces 3 compétences pour mener à bien un projet complexe où on va profiter de refaire la montée du port-clos pour refaire les VRD associés et essayer de bien aménager les abords de la montée en termes paysagers. Donc la réunion de lancement du projet a eu lieu il y a une dizaine de jours. On a donc démarré une phase de préparation qui va durer jusqu'au mois de septembre 2022. Il prévoit une attribution des marchés vers le mois de juin, mais il y a un certain nombre d'autorisations à obtenir en termes de paysage et de commission des sites. Et donc les travaux devraient se dérouler du mois d'octobre 2022 pour une durée qui variera entre 4 à 6 mois, avec des perturbations importantes au niveau de la circulation, parce qu'il y aura sans doute des périodes où la montée du port-clos sera interdite, bien évidemment à la circulation des tracteurs, mais éventuellement pendant certaines périodes également aux piétons qui devront passer par l'autre côté. Donc on reviendra bientôt sur ce projet au fur et à mesure qu'on va l'avancer avec ces bureaux d'études. La présentation de l'avant-projet est prévue pour le mois de décembre. Autre décision du maire, on a dû remplacer des pièces sur une tondeuse pour un montant important de 7 671 €. C'est dû au fait qu'on utilise ces tondeuses sur les tertres et que de temps en temps, ils prennent un rocher qui dépasse un peu et endommagent d'une manière importante les outils de coupe. Et enfin, la dernière décision du maire, c'est la mise en place du panneau lumineux à l'Arc Ouest. Alors ça, c'est une opération qui s'est faite dans le cadre du site d'exception, mais on a accepté le devis
du fournisseur et l'entité pour un montant de 4 770 euros. Vous êtes satisfait de ce panneau? Alors, on est plutôt satisfait parce qu'il a fonctionné déjà, mécaniquement, il a fonctionné sans aucun problème. Certaines personnes ont considéré qu'il n'était pas assez visible. Ouais. Et, ouais, C'est pas une histoire de taille, c'est juste par rapport, par exemple, à tous les gens qui sont dans le Serpentin là pour faire la queue pour pouvoir venir, il n'est pas dirigé dans leur sens. Donc c'est sûr que quand ils rentrent à un bout dans le Serpentin, ils ont un petit peu de mal à le voir. Donc c'est vrai qu'on va essayer de l'orienter un petit peu différemment, quoi. Vous passez 10 fois sans jamais... Parce que vous y venez très régulièrement, mais les gens qui sont qui viennent pour la journée sont peut-être plus attentifs à de la formation et Bon, c'est... Oui, mais on a juste eu des remarques sur le fait d'améliorer. L'année prochaine, on va essayer d'améliorer le positionnement et la visibilité. Il faut que les gens le voient pour lire les informations, parce que les informations sont a priori plutôt utiles. Et si les gens les lisent, je pense qu'ils les retiennent. Voilà pour les décisions. Le point suivant, c'est donc les informations du maire. Donc il y en a un certain nombre. Tout d'abord un point Covid. Donc vous voyez qu'au niveau national, les choses s'améliorent. Au niveau du département, les rapports hebdomadaires de l'ARS montrent tous également une amélioration. Il y a un certain nombre de discussions actuellement sur soit l'arrêt, soit la réduction des centres de vaccination. Par exemple, le centre de Paimpol va être déménagé dans un espace plus restreint, vu qu'actuellement le gymnase est entièrement occupé, alors que le nombre de vaccinations à Paimpol a notoirement diminué. Enfin, en ce qui concerne Bréa, il y a eu une première vaccination de 3e dose pour environ 50 personnes qui a eu lieu le 22 septembre. Et il y a une autre, on proposera une autre séance de vaccination 3e dose. Donc, c'est plus de 65 ans, etc. Probablement vers la fin octobre. Les deuxièmes doses qui ont été administrées en mars-avril auront passé la période des 6 mois. Pas de cas de Covid à signaler sur l'île pour l'instant. Donc ça, c'est une situation qui s'améliore. La deuxième information, c'est concernant le moulin du Birlot. Donc on a signé la convention, mais actuellement, avec l'association du moulin, on travaille sur les appels d'offres. Donc des appels d'offres ont été envoyés aux entreprises pour, d'une part, refabriquer les nouveaux éléments qui seront nécessaires, à savoir la nouvelle roue, le nouvel axe et les accessoires d'installation, qui commencent par une structure assez importante qui portera la roue elle-même. Donc on a reçu le devis pour cette structure de supportage de la roue, et puis on attend le budget d'installation et le budget de fabrication c'est une question de jour. L'intention est d'avancer sur ce projet parce que le démontage de la roue existante doit se faire rapidement au mois de novembre, de manière à permettre la prise des cotes pour la fabrication de la nouvelle roue. On est pour l'instant sur le planning qui avait été agréé l'année dernière. Le point suivant d'information, le logement du Port-Clos, juste pour vous rappeler que la signature finale des actes chez le notaire aura lieu le 20 octobre, et que le montant qu'on aura à débourser à ce moment-là est de 100 000 euros plus environ 10 000 euros de frais d'acte, et que ce montant est entièrement financé par une subvention de 110 000 euros qui nous a été octroyée dans le cadre du CEPR des îles du Ponant. Concernant le logement de la salle des associations, pour votre information, les appels d'offres sont sur la plateforme Mégalis. Donc on invite les entreprises, en particulier les entreprises bréatines, à répondre. La réponse est demandée pour la fin du mois d'octobre et on espère un début des travaux début janvier.
point suivant d'information, c'est la gestion des déchets. Juste pour vous informer qu'une réunion s'est tenue à la préfecture de Saint-Brieuc avec le préfet, la région, le département, j'oublie qui, la CCI et la commune pour déterminer la route à suivre. Il y a une route qui a été définie par le préfet et a priori acceptée par toutes les parties, qui consisterait à faire d'une partie de la corderie une annexe du port-clos. La première chose à faire, c'est qu'il faut que la corderie ait un statut de port. Okay. Créer un port de commerce à la corderie, ça paraît une démarche démesurée par rapport à ce qu'on veut y faire, et qu'on veut simplement permettre le transport des déchets. Et donc c'est venu principalement du préfet et de la DDTM. L'idée, ça serait de déclarer une partie de la corderie comme annexe du port-clos, parce qu'a priori, les démarches sont beaucoup plus légères, n'est pas le bon terme, mais simples ou réduites. Et ça permettrait d'évacuer en ayant toutes les approbations nécessaires les déchets depuis la corderie. Donc on avance là-dessus et normalement le préfet doit envoyer un certain nombre de courriers dans les jours qui viennent pour confirmer cette option. On ne peut que se réjouir de cette solution si c'est cette solution qui est utilisée et elle viendra dénier ce qui avait été dit par un certain nombre de gens les années passées. Et l'autre point concernant la gestion des déchets sur lequel on avance, c'est qu'on a repris contact avec le bureau d'études, TPFI, et qu'il est en train de refaire un certain nombre d'études, compte tenu du fait qu'il y a un deuxième principe qui a priori a été acté par le préfet, c'est compte tenu du temps qu'il faudra pour obtenir toutes les autorisations définitives, il est d'accord pour qu'on fasse une première phase provisoire en 2022 où on mettrait en place un compacteur. Et donc, TPFI est en train de faire les études qui permettraient la mise en place de ce compacteur parce que ça nous permettrait déjà d'optimiser en fait le compactage et le transport. De diminuer les rotations en fait des empireuses. Donc, certaines progressions sur ça. Pardon. Là aussi, on ne peut que s'en réjouir. Oui, on espère bien que pour le prochain été 2022, on aura une opération de transfert des déchets vers le continent plus efficace. Le point suivant qui n'a rien à voir, ça concerne les pompiers volontaires. Donc, on a une réunion avec le commandant Lecuzia et avec Pascal Guézou, le chef de centre, parce qu'il y a une inquiétude quant au recrutement de nouveaux pompiers volontaires, parce que l'équipe en place, bien évidemment, prend de l'âge. Certaines personnes sont moins disponibles du fait de leur activité, et il y a un problème de recrutement. Donc on a essayé de définir un plan d'action pour essayer d'attirer des nouveaux volontaires qui va tourner autour de deux axes. Le premier, on va faire un certain nombre d'actions d'information, je dirais côté commune, et on va en parler notamment également au conseil municipal des jeunes, pour voir s'il y a des jeunes, vous appelez ça des JSP, hein, Stéphane, c'est bien ça, qui seraient volontaires pour s'inscrire. Et la contrepartie, c'est que le SDIS 22 est en train de regarder comment faciliter l'entraînement de ces nouveaux volontaires en envisageant de faire les stages de formation sur l'île et de ne plus demander aux jeunes, ou d'ailleurs aux moins jeunes, hein, même si c'est des jeunes adultes, d'aller sur le continent pendant un certain nombre de jours, simplement pour avoir la formation, parce qu'ils considèrent que c'est clairement un frein. Voilà. Donc on doit se réunir à nouveau début décembre pour essayer de mettre un plan de recrutement en fait, de pompiers volontaires en forme, mais ça tournera autour de cette idée de la formation se fera sur l'île au lieu de se faire
sur le conflit. Le point suivant, c'est juste un tout petit débriefing sur la réunion annuelle des îles du Ponant. Donc, elle a eu lieu du 16 au 18 septembre à l'île aux Moines. Je dirais que l'île de Bras a été très bien représentée parmi les autres îles, compte tenu du fait qu'il y avait une délégation de 17 personnes, ou 18 personnes, Stéphane, je ne sais plus, 18 17. alors que la plupart des autres îles étaient plutôt à 10 personnes. Il y a eu pas mal de débats très très suivis. Il y avait clairement un intérêt sur un certain nombre de problématiques, dont la santé par exemple, parce qu'il y avait à ce moment-là, sur un certain nombre d'îles, des problèmes avec les médecins, des médecins qui ne pouvaient plus exercer notamment. Donc pas mal de réunions intéressantes et on sentait qu'il y avait une envie de repartir sur je dirais un festival des îles du Ponant normal. Donc ça sera l'année prochaine et ça sera toujours à l'île aux Moines, mais a priori on espère tous que le Covid sera définitivement derrière nous et donc que ça sera un grand format comme on a pu le connaître à Bréa en 2017. On regrette qu'aucun de nous trois n'ait été invité éventuellement à participer dans ce cadre. Les invitations en fait ont été faites par Jean-Benoît Bévin, qui s'occupe de la FIP, donc l'association du Festival des îles du Ponant, et la délégation en fait des personnes qui sont venues là ont été invitées par la FIP, et en fait et non pas par l'AIP. L'AIP a invité les maires de toutes les îles, leurs conjoints, et a invité aussi les anciens maires. Certains sont venus, d'autres pas pour diverses raisons, et les 10 personnes 10-12 personnes par île étaient invitées en fait par la FIP. Et en fait, Jean-Benoît Bévin, ce qu'il voulait, c'était que les gens qui viennent ne soient pas des élus, mais des gens qui ont participé au festival, des gens qui sont les référents de la FIP sur chaque île. J'ai proposé à Marie-Louise Rivoilan, à Josette Alice, à toutes les personnes qui ont été référentes de pouvoir venir. Pour diverses raisons, elles n'ont pas pu venir, ou des vacances ou autre raison. Mais la proposition leur a été faite en premier. Voilà. Là, le maire parlait d'ateliers liés à la santé, ça n'a rien à voir avec la FIP. Non, mais c'est la FIP qui invitait les gens, et ensuite les débats étaient organisés par l'AIP. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Je tiens à votre disposition les mails, si vous voulez, de Jean-Benoît pour l'organisation. Mais c'était d'abord les référents de chaque île et tous ceux qui ont participé activement, etc. Donc, toujours est-il, la date, c'est 23, 24, 25 septembre 2022, a priori, à l'île aux Moines. Juste un autre petit point, le président de l'AIP, qui était Denis Paluel, le maire de Ouessant, est devenu conseiller régional. Il a été élu conseiller régional et à ce titre ne pouvait pas conserver sa position de président. Et donc il a présenté sa démission. Il a été remplacé par Philippe Le Bérigot, qui est le maire de l'île aux Moines, justement. Et pour votre information, Philippe Le Bérigot était le trésorier de l'AIP. Il fallait remplacer le trésorier de l'AIP et j'ai été sollicité et j'ai accepté le poste de trésorier de l'AIP. Il y a actuellement un déséquilibre de représentation des îles Nord par rapport aux îles Sud. Du fait également, vous devez le savoir, que Guy Cabioche, le maire de l'île de Bas, était également membre du bureau de l'AIP et il a dû démissionner pour des raisons de santé. Donc Guy Cabioche n'est plus au bureau, Denis Paluel n'est plus au bureau, tous les membres du bureau étaient des îles sud de l'AIP et donc ils souhaitaient un représentant de l'île. Guy Cabioche a démissionné de son mandat de maire de... Oui. Aussi. Et pendant la réunion de l'AIP, il avait démissionné de son mandat de maire, de vice-président, je crois qu'il était de Il reste conseiller municipal par contre sur l'île.
Alors pour votre information, je vous donne une information supplémentaire. Le nouveau maire de Bas a été élu vendredi dernier. C'est une personne qui s'appelle Éric Graal. Et avant qu'il soit élu, Bas avait demandé à venir visiter notre station d'épuration parce qu'ils ont un problème, eux, et ils doivent changer leur système et ils hésitent entre du lagunage ou une station d'épuration similaire à celle de Bréa. Donc on avait agréé de leur donner des informations et compte tenu du fait qu'il y a un nouveau maire et pas beaucoup de changements dans l'équipe municipale, mais un petit peu, et ils vont venir vendredi passer la matinée, avec la moitié de la matinée consacrée à la visite de la station d'épuration et à discuter des problèmes techniques. La première partie de la matinée a simplement un échange entre élus, entre Bas et Bréa, et vous êtes invités si vous souhaitez participer à cet échange. Vendredi 8, et ils viennent par la vedette de 8h15. Donc on sera en mairie à partir de 8h45, je pense, et la visite technique de la station d'épuration commencera à 10h. Autre petit point de reconnaissance. La première, on a reçu début septembre la Marianne du civisme. D'ailleurs, Émeric était avec nous pour recevoir cette Marianne. Je rappelle simplement ça, c'est Marianne du civisme nous a été attribuée par l'ADAMA, qui est l'association départementale des anciens maires et adjoints, en association avec l'AMF, l'Association des maires de France, pour reconnaître le fait que Bréa avait le meilleur taux de participation aux dernières élections municipales. Et autre reconnaissance pour votre information, Raphaël Borda a reçu la médaille du travail pour 20 ans de bons et loyers services aux verreries de Bréa. Il a reçu ça au mois d'août. Le point suivant, repas des anciens. Le repas des anciens aura lieu le 7 novembre. Les courriers d'invitation à tous les élus et à toutes les personnes de plus de 70 ans, résidents ou inscrits sur les listes, les courriers sont partis. La sélection du restaurant qui sera retenue n'est pas encore faite, mais devrait se faire dans les jours qui viennent. Donc 7 novembre. Et je rappelle que toute personne invitée peut venir avec une autre personne. Et suivant les critères de cette autre personne, elle devra payer sa participation ou bien sera également invitée. Point suivant, le bureau de l'Office du tourisme va être renouvelé et donc je lance un appel à des candidats pour participer au bureau de l'Office du tourisme. Stéphane, les élections auront lieu Le 30 octobre. Si vous connaissez des gens intéressés par ces problématiques et qui souhaitent s'investir, ils peuvent se rapprocher de l'Office du tourisme et de Jérôme Schuller. Et le dernier point que je vais laisser à Marion, c'est la distribution des composteurs que l'on a reçus. Oui, donc des composteurs bois qui sont arrivés pour répondre aux commandes des personnes qui en ont réservé. Il y en a 8 en plus. Donc, s'il y a des amateurs, c'est encore possible. Et il y aura une première permanence lundi 11 de 16h30 à 18h30 à la mairie. Donc, ils sont au hangar du service technique à la mairie. Et il y aura d'autres permanences pendant les vacances de la Toussaint et s'il faut éventuellement pendant les vacances de Noël. Donc, on n'a pas encore fixé les dates. Voilà. Merci. Voilà pour les informations. Et donc, on passe au dernier point de l'ordre du jour, à savoir les questions diverses. J'en ai une première sur Bréinfo qui ne comporte pas dans sa dernière livraison de comptes rendus de conseils municipaux. C'est une volonté, c'est un hasard, c'est vrai que c'est ni une volonté ni un hasard. On va regrouper les comptes rendus de conseils municipaux
dans une ou deux publications, mais on met pas ça systématiquement dans chaque vraie info. Donc, on va voir soit celui de... Pour votre info, il y a un nouveau vrai info qui va sortir vers le 15 novembre. C'est ça? Donc dans lequel il y aura les comptes rendus. Soit dans celui du 15 novembre, soit dans le premier de 2022. On va voir à quel moment on met les comptes rendus. Vous conviendrez avec moi que si les comptes rendus, tout le monde ne regarde pas en ligne, si les comptes rendus écrits, déjà qu'ils sont parcellaires, arrivent très tard, ils sont d'un intérêt qui diminue. Une deuxième question sur Bréinfo, il y a un article sur le PLU et la révision du PLU. Il n'est pas indiqué l'information que vous nous aviez donnée en conseil municipal sur le rôle de Henri Simon. C'est volontaire, c'est un peu étonnant. Non, mais je vous confirme que Henri Simon assurera la coordination de la révision du PLU. Mais c'est pas indiqué. Ok, mais je vous le confirme. C'était tout pour moi. D'autres questions? Question sur l'éclairage public qu'il y a eu cet été. Savoir un petit peu si pour l'été prochain, il serait possible de l'avoir un peu plus tard. Je sais que sur les retours des scènes de Bréa, beaucoup de gens se sont plaints de ne pas savoir l'éclairage. Ouais, on a eu un petit problème avec le prestataire de service qui nous a laissé avec le régime d'éclairage qui avait lieu pendant les phases de confinement et qui n'est pas intervenu au début de l'été. Donc, j'en suis parfaitement conscient et ça ne devrait pas se reproduire l'année prochaine. Merci. Une question concernant, on a vu la nouvelle voiture du coup de l'entreprise Y qui a fait le ramassage scolaire effectivement. Quel est le rôle un peu plus large de cette voiture? Parce qu'on l'a vu, personnellement, je l'ai vu circuler dans la journée en doublon avec le Taxil. De ce que vous nous aviez expliqué, c'était justement pour éviter ce type de doublon, pour libérer un tracteur. Pour moi, la voiture est utilisée si le tracteur est plein. Donc, par exemple, le lundi matin, actuellement, effectivement, ça fonctionne en doublon. Le Taxil, pardon, est plein et avec le nombre d'élèves qui partent dans les collèges et autres, il faut la voiture. Donc, la voiture fonctionne. Et moi, je ne suis pas au courant de la voiture ayant fonctionné en doublon avec le Taxil. Par contre, il y a eu des fois où les gens ont été surpris parce qu'ils ont vu la voiture arriver et pas le Taxil. Et on reclarifie que le Taxil, c'est sur réservation. D'accord? Et que si, par exemple, ils n'ont que 2 réservations ou 3 réservations, il est plus économique et plus écologique d'utiliser la voiture. Alors après, certains gens se sont plaints qu'ils n'avaient pas pu prendre le Taxil. On leur dit simplement, réservez le Taxil, et s'il y a plus de 5 personnes, ça ne sera pas la voiture qui tournera, ça sera le petit train, quoi. Je vais investiguer avec Alain Roy. Pour le coup, moi, c'est en pleine journée et 2 personnes dans le véhicule électrique, 2 personnes dans le Taxil qui se suivent à même pas 1 minute. Ça, c'est pas normal. C'est effectivement un peu. Non, étonnant. Pour moi, c'est pas normal. Donc, je vais investiguer ça. Merci. T'es pas des gens de l'ADEME, parce que je sais qu'ils sont passés cette semaine, ils ont contrôlé les véhicules. À un moment, il a tourné avec 2 personnes de l'ADEME. Ouais. Quand j'ai vu ça, C'est pour une ça. personne de Bréa qui allait dans le nord et 2 autres qui allaient aussi dans le nord. Les gens. En fait, il avait qu'un seul chauffeur, c'était Vincent qui conduisait la voiture. Et puis Nicolas préparait le tracteur pour la visite de l'ADEME, en fait. Que les 4 Bréa atteintent transporter. Donc. Après. Le principe n'est pas, d'utiliser les 2 en même temps. S'il y a très peu de gens, c'est la voiture. S'il y a plus de gens, c'est le taxi. C'est pas systématique non plus. Moi, je suis arrivé par la vedette de midi, le taxi, il a pris 1 personne. 1. Aujourd'hui. Ça, c'est pas terrible. C'était pas la voiture, c'était. Voilà. J'avais une question, si vous voulez bien, sur un peu, si vous pouvez nous dire comment s'est passé cet été au niveau
un peu du respect des arrêtés que vous avez pris sur les vélos dans le bourg, les interdictions. Est-ce qu'il y a eu des verbalisations, quel a été le rôle des gendarmes? On a tous été un petit peu témoins enfin moi personnellement, d'un certain nombre d'incivilités, d'insultes qu'on dit aux gens à vélo dans le bourg pendant les heures où ils n'ont pas à être à vélo, voilà, et c'en est presque venu aux mains à un certain moment. Les bâtons de marche à pointe en acier acéré, etc. Voilà, je voulais savoir un petit peu quel regard vous aviez maintenant que la saison est derrière nous. Alors globalement, Il y a eu des verbalisations ou non? On a eu une réunion avec les gendarmes. on vient d'avoir une réunion avec les gendarmes sur un débrief de ce qui s'est passé. Les gendarmes étaient là clairement en assistance finalement pour essayer de faire respecter les arrêtés, mais ils n'avaient pas, je dirais, d'instruction de verbalisation forte. Et donc, à ma connaissance, il y a eu une verbalisation rendue nécessaire par un comportement inadéquat de la personne. Donc, le délit, si on peut l'appeler comme ça, c'était juste un problème de vélo, mais ensuite le comportement de la personne a été tellement inacceptable que, mais ça a été extrêmement limité. On a eu à regretter quand même des incidents pour lesquels j'ai porté plainte. Par exemple, les vols des extincteurs, tous les vols des extincteurs du camping. Donc là, il y a eu des plaintes de déposer parce qu'on veut absolument que tout ça soit enregistré. On s'est mis d'accord avec la gendarmerie sur le fait que l'année prochaine, il y aura sur Bréa un cahier de toutes les infractions ou incivilités, parce que pour l'instant, la transmission d'une équipe à une autre n'était pas suffisamment bien faite, compte tenu du fait qu'on ne fonctionne finalement qu'avec des réservistes. Et les réservistes, pour des raisons internes, de ce que je comprends, doivent tourner très fréquemment. Et on avait beaucoup de rotation des équipes, ce qui empêchait un bon suivi. Ils nous ont promis que pour l'année prochaine, ils essaieraient de nous donner des équipes quasiment semaine par semaine. Ce qui, je pense, améliorerait beaucoup les choses, parce que là, quand tu as un réserviste qui venait pour 2 jours et qui ne connaissait pas bien l'île, son efficacité était limitée. Il n'y a pas eu de gros problèmes, mais des petites incivilités, il y en a eu un certain nombre. Et on a eu aussi quelques tapages nocturnes, bien évidemment. Plus, on a eu un autre problème pour lequel j'ai déposé 3 plaintes cet été. Moi, j'ai déposé une plainte pour le vol et le. Ah oui, il y a eu encore la le vol du SNSM. tronc, Vol Du tronc. Ah, du tronc. La SNSM. Donc, pour nous, n'importe quoi. On veut une présence plus importante de la gendarmerie. Et je pense qu'ils en sont conscients. Pendant le débrief, manifestement, ils sont conscients qu'il faut essayer de contrôler les incivilités, d'où un certain nombre d'actions qui vont être mises en place pour les prochaines. Ils nous ont proposé de venir pratiquement à toutes les vacances, déjà. Ouais. Ils sont satisfaits de leur logement. Ouais. Pour réserver. Et de venir à Là, chaque par fois. exemple, ils viennent tous les samedis. En octobre, ils viennent tous les samedis. Oula, oui. Ils veulent, je crois qu'ils ont compris, qu'il fallait qu'ils soient présents et qu'ils soient vus. Et donc, ils essaient de faire quelque chose. Non, je dirais moyenne, peut s'améliorer. On peut encore améliorer les choses, mais pas de gros problèmes cet été. Et une dernière question, vous avez démonté les toilettes Oui. à certains endroits, dont celle sur le Huntmer. Pourquoi vous optez pour des installations qui sont un peu enfin, ne sont pas complètement provisoires, parce qu'il y a quand même une canalisation, une arrivée d'eau, c'est quand même des travaux importants de démontage et de remontage. Pour l'instant, il y a un problème de maintenance. Et il est difficile de maintenir en bon état, et je dirais en état. Et les toilettes, nous, les retours qu'on a eus, elles étaient propres. Et elles étaient, je dirais, quand
n'hésitait pas trop à aller dans les toilettes provisoires par rapport aux toilettes permanentes. Et il y a un problème de maintenance. On est en train de discuter avec le loueur pour voir si on pourrait acheter les toilettes, mais il les reprendrait pendant l'hiver pour les reconditionner. Mais si on achète des toilettes et qu'on les laisse sur l'île et qu'on ne fait pas une maintenance très importante pendant l'hiver, elles vont se dégrader très très vite. On peut comprendre. Donc, on est dans cette discussion pour l'instant. Et moi, mon souhait, ça serait qu'on les achète, mais avec un très bon contrat de remise à niveau tous les ans. Et on va essayer Un peu de les habiller aussi, de manière à ce qu'ils soient en... Oui, alors ça, c'est l'esthétique. Ouais, non, mais Et qui était... Il y a l'intérêt de les acheter, c'est qu'on pourrait les... Elles étaient bien en location, c'est ça? Ouais. Elles étaient bien en location. Oui. Par contre, a priori l'année prochaine, on les remettra aux mêmes endroits parce qu'on profitera justement, on a fait des travaux aujourd'hui, cette année de mise en place des arrivées d'eau et des évacuations. Toutes les toilettes, à l'exception de celle du phare du Pan, sont connectées au réseau de et bien évidemment, ces connexions qu'on a faites, on a l'intention de les réutiliser dans les années. On a eu beaucoup moins de retours négatifs au niveau de l'Office du tourisme, de la perception des visiteurs à la journée sur le fait du manque de toilettes par rapport aux autres années. Cette année, ça a été un peu mieux. Et par rapport aux embouts des bâtons dont vous parliez tout à l'heure, tout le stock de l'Office du tourisme a été vendu, donc on en a vendu quand même énormément. Donc évidemment, l'information est déjà passée, on essaie de le mettre sur le panneau dont vous parliez tout à l'heure, et on va essayer d'en mettre un petit peu plus d'informations là-dessus sur le fait que les marcheurs respectent et mettent au moins ces embouts plastiques. Ah, mais on se fait insulter. Oui, bien sûr, mais je me fais insulter toute la journée aussi. Toute la journée. Les vélos, pareil. Ah oui, bien sûr. Mais rien à faire. Je pense qu'on vit tout bien l'été, et pendant ces gros pics d'hyper-fréquentation, on subit tous les mêmes remarques et les mêmes choses. Cette année, il y avait 6 blocs de toilettes, 3 de plus que les années précédentes. Juste pour les toilettes, en tout cas celles qui sont sur le chemin, enfin sur la demeure, quand elles sont nettoyées le matin, ça y va à un coup de jet d'eau et tout ruisselle tout sort sur la route. D'un point de vue hygiène, pas satisfaisant. Et s'il y avait moyen au moins de faire un bac autour, un bac récepteur que l'eau, puisqu'elle est connectée à cet endroit-là, il y a tout à l'égout. Il faut récupérer et renvoyer dans le réseau. Et récupère l'eau au moins parce que après vous avez tout le monde qui patauge là-dedans. On va essayer d'améliorer encore. Ça fait une flaque d'eau pile devant. Donc D'autres questions? Très bien. Merci. La séance est close. Bien.